Bienvenue à la séance d'information pré-transplantation rénale. Vous pouvez regarder la présentation PowerPoint au moment qui vous convient le mieux. Il est essentiel de le faire pendant le bilan de pré-transplantation parce qu'elle fournit des renseignements précieux sur l'ensemble du processus de transplantation rénale. Vous y trouverez aussi des ressources utiles et des témoignages de receveurs qui vous aideront à préparer votre transplantation rénale. Nous vous encourageons à prendre des notes et noter vos questions sur des points à clarifier posés pendant la présentation. Vous pouvez regarder la présentation plus qu'une fois car il y a beaucoup de renseignements à assimiler. Si c'est possible, nous vous recommandons de regarder la présentation avec la personne qui vous soutient. Il est important qu'elle reçoive également ces renseignements puisqu'elle vous accompagnera à vos rendez-vous et vous aidera à prendre soin de vous à la maison après la chirurgie. Après avoir regardé la présentation, vous devrez soumettre un formulaire électronique pour confirmer que vous l'avez regardé. Sur ce formulaire, vous pouvez indiquer si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez qu'une infirmière spécialisée en pré-transplantation vous appelle pour examiner vos préoccupations. Aujourd'hui, nous passerons en revue les membres de l'équipe de transplantation. Nous expliquerons les avantages et les risques d'une transplantation rénale. Nous discuterons aussi de la détermination de l'admissibilité et du processus d'évaluation. Nous parlerons des différences lorsque le rein provient d'un donneur vivant et d'un donneur décédé. Nous apprendrons comment fonctionne la liste d'attente d'une transplantation, ce qui est inclus dans la procédure de transplantation, ce qui est inclus dans les soins après la transplantation, ainsi que les ressources et les soutiens à votre disposition. Nous verrons également des témoignages de receveurs qui parlent de leur cheminement en transplantation rénale et donnent des conseils pour traverser le processus. Nous terminerons avec une revue des questions les plus souvent posées. Découvrez les membres de l'équipe de transplantation du receveur. Tout d'abord, notre commis à la pré-transplantation communiquera avec vous pour fixer des rendez-vous et vous envoyer une trousse de bienvenue. Votre dossier sera confié à l'une de nos 2 infirmières autorisées spécialisées en pré-transplantation qui vous soutiendra et vous guidera tout au long du processus d'évaluation. Dans le cadre de l'évaluation, vous rencontrerez la travailleuse sociale affectée au programme pour discuter des obstacles sociaux ou financiers possibles. À l'hôpital d'Ottawa, 3 chirurgiens spécialisés en transplantation rénale, urologues, effectuent la chirurgie de transplantation. Enfin, après avoir terminé la phase d'évaluation, vous aurez un rendez-vous avec un néphrologue pour discuter de votre admissibilité à la transplantation et des prochaines étapes. Des équipes de soins différentes s'occupent du receveur et du donneur. En tant que receveur, vous serez pris en charge par l'équipe du receveur tout au long du processus d'évaluation. Cette équipe est distincte de celle du donneur. Pour des raisons de confidentialité, l'équipe du donneur ne peut donner à l'équipe du receveur des renseignements sur le bilan du donneur, car il s'agit de renseignements médicaux privés. Nous reconnaissons que, dans de nombreux cas, le receveur et le donneur vivant ont une certaine forme de relation et vous pouvez vous échanger directement des renseignements si vous le souhaitez. Il appartient à votre donneur de décider des renseignements qu'il souhaite vous transmettre au sujet de l'évolution de son bilan en vue du don. Quels sont les avantages? La transplantation rénale offre de nombreux avantages. Une transplantation réussie permet généralement d'améliorer la qualité de vie. Les personnes déclarent se sentir plus fortes, plus énergétiques et moins fatiguées. Elles sont nombreuses à constater que leurs pensées deviennent plus claires et qu'il est plus facile de se concentrer et de se souvenir des choses après une transplantation rénale réussie. La transplantation signifie également moins de restrictions alimentaires et un retour à une consommation normale de liquide. Le plus grand avantage dont les patients font état est qu'ils disposent de plus temps libre avec leur famille et leurs amis pour faire ce qu'ils aiment.
Ils ont aussi tendance à vivre plus longtemps en moyenne que ceux qui restent sous dialyse à long terme. Les complications liées à l'insuffisance rénale, par exemple les maladies cardiaques, les maladies osseuses, l'anémie et les lésions nerveuses, sont également moins nombreuses. Parlons de risque d'une transplantation rénale. Bien que la transplantation rénale offre de nombreux avantages, il est important d'être conscient des risques possibles. Il y a notamment les risques associés à toute chirurgie, comme une infection, une hémorragie, des caillots de sang et la mort. Il est également important de comprendre que le rejet du rein et l'échec de la transplantation sont toujours possibles. Le rein transplanté peut ne pas fonctionner immédiatement, ce qui nécessite une dialyse temporaire. Les médicaments contre le rejet, qui sont essentiels pour prévenir le rejet, peuvent augmenter le risque d'infection et de certains types de cancers. Par exemple, le risque de développer un cancer de la peau et un lymphome peut être 2 à 3 fois plus élevé en raison des médicaments immunosuppresseurs que pour la population en général. Nous discuterons de la manière dont l'équipe de transplantation gère efficacement ces risques tout au long de la présentation. La première étape du processus de transplantation consiste à déterminer si vous êtes admissible à une transplantation de rein. C'est une conversation que vous devriez avoir avec l'équipe de la clinique des soins du rein ou de l'unité de dialyse. Vous pouvez demander plus de renseignements à votre équipe si vous doutez de l'option de traitement qui vous convient. Une transplantation de rein n'est pas une cure ni un remède, mais elle permet d'améliorer la qualité de vie et de se libérer de la dialyse. Si vous êtes considéré comme un candidat approprié pour un bilan de pré-transplantation rénale, vous serez orienté vers l'équipe du programme de transplantation. Votre équipe de la clinique des soins de rein ou de la dialyse vous expliquera alors quels examens sont nécessaires pour remplir votre dossier de transplantation. L'équipe responsable du bilan de pré-transplantation rénale vous enverra par la poste une trousse de bienvenue qui comprend une liste de vérifications et un passeport pour l'évaluation avant la transplantation qui vous seront particulièrement utiles pour faire le suivi des examens que vous devez passer. Elle comprend aussi une lettre expliquant le processus d'évaluation, une lettre destinée à votre fournisseur de soins primaires, médecin de famille ou infirmière praticienne, qui décrit les tests de dépistage exigés, notamment ceux du cancer, une lettre pour votre dentiste qui explique que vous êtes un candidat potentiel à une transplantation et que vous avez besoin de résoudre tout problème dentaire avant la transplantation. Vous y trouverez aussi des dépliants offrant des renseignements utiles, par exemple pour trouver un donneur de rein vivant. Le bilan de pré-transplantation commence par l'étape de l'évaluation. L'équipe qui vous a recommandé demandera les examens suivants. Analyse de sang et d'urine pour s'assurer que les résultats se situent dans les plages acceptables pour la transplantation. Radiographie des poumons pour vérifier l'absence de maladies pulmonaires et évaluer la santé du cœur. Électrocardiogramme ou ECG pour montrer le fonctionnement de votre cœur en mesurant son activité électrique. Échographie Doppler des membres inférieurs, soit les jambes, pour détecter un rétrécissement ou une obstruction des vaisseaux dans les jambes. Tomodensitométrie de l'abdomen et du bassin pour obtenir des images détaillées des os, des vaisseaux sanguins et des tissus mous. Échographie de l'abdomen pour examiner les organes de l'abdomen, scintigraphie cardiaque avec épreuve d'effort pour vérifier le flux sanguin vers le muscle cardiaque au repos et à l'effort. Échocardiogramme, forme d'échographie du cœur pour observer le fonctionnement du cœur. Le néphrologue peut également demander des examens supplémentaires au besoin. Pendant l'évaluation, vous passerez aussi un test sanguin pour vérifier votre PRA, pourcentage d'anticorps réactifs au panneau, c'est-à-dire le pourcentage d'anticorps qui réagiront à la population. Ce test sanguin aide les médecins à comprendre dans quelle mesure votre organisme est susceptible de rejeter un rein greffé. Il mesure le pourcentage d'anticorps dans le sang qui pourrait réagir contre un rein.
Le laboratoire indiquera un chiffre compris entre 0% et 100%. Plus le PRA est élevé, plus il est difficile de trouver un donneur compatible avec vous. Par exemple, si votre PRA est de 75%, 75% des donneurs potentiels ne seront pas compatibles à vous, mais 25% le seront. Si votre PRA est de 25%, 25% des donneurs potentiels ne seront pas compatibles avec vous, mais 75% le seront. Vous êtes-vous demandé ce qui peut faire augmenter le PRA? C'est l'organisme qui crée des anticorps lorsqu'il est exposé à des tissus étrangers, ce qui peut se produire si vous avez déjà reçu une transplantation, rein, peau, os, valve cardiaque, parce que cela peut entraîner la création d'anticorps. Les transfusions sanguines peuvent aussi exposer le système immunitaire à des antigènes étrangers. Les femmes qui ont été enceintes peuvent avoir des anticorps contre les antigènes paternels du fœtus. Certaines infections virales ou bactériennes peuvent aussi déclencher la réaction du système immunitaire à des antigènes étrangers. Les vaccins agissent également en incitant le système immunitaire à reconnaître des antigènes étrangers. Après le test sanguin, demandez à votre infirmière ou à l'équipe de soins quel est votre PRA et ce que cela signifie pour vous. Votre évaluation comprend également le dépistage de différents types de cancers qui sera fait auprès de votre fournisseur de soins primaires, c'est-à-dire au cabinet de votre médecin de famille ou de votre infirmière praticienne. Le dépistage du cancer du côlon comprend un test immunochimique fécal TIF si vous avez entre 50 et 74 ans ou une coloscopie selon vos antécédents familiaux. Le dépistage du cancer du sein comprend une mammographie et est basé sur l'âge et les antécédents familiaux. Le dépistage du cancer du col de l'utérus comprend un test PAP et un test de dépistage du VPH pour vérifier la présence de cellules anormales et de souches du virus du papillome humain à haut risque de causer le cancer du col de l'utérus. Le dépistage du cancer du poumon comprend un examen de tomodensitométrie des poumons. Ce dernier test est nécessaire si vous êtes un fumeur âgé entre 55 et 65 ans ou si vous avez fumé pendant 20 ans ou plus. Le dépistage de la tuberculose est obligatoire pour tous. Nous vous encourageons également à consulter un dentiste pour évaluer votre hygiène bucco-dentaire, surtout si vous ne l'avez pas fait au cours des 2 dernières années. Une évaluation dentaire permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'infection ou de problème de santé bucco-dentaire non traités qui pourraient entraîner des complications après la transplantation. L'étape de l'évaluation commence une fois les tests terminés. Le dossier de transplantation sera envoyé aux infirmières spécialisées en transplantation afin qu'elles l'examinent. Elles confirmeront que tous les tests ont été effectués et que les résultats se situent dans les limites acceptables. Elles vous informeront de tout test supplémentaire nécessaire. Cette étape sera suivie d'une consultation en personne avec le chirurgien chargé de la transplantation. Le rôle du chirurgien est de déterminer si un rein peut être inséré en toute sécurité dans votre abdomen. L'évaluation du chirurgien comprend l'examen de vos antécédents médicaux, des résultats des tests et des examens d'imagerie pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques chirurgicaux importants. Il évaluera s'il est possible de relier vos vaisseaux sanguins au nouveau rein et si votre état de santé général vous permettra de survivre à la chirurgie. Votre IMC, indice de masse corporelle, et différents problèmes médicaux sont des facteurs importants dont le chirurgien tiendra compte avant la chirurgie. Vous aurez également un rendez-vous téléphonique avec la travailleuse sociale pour évaluer votre préparation à la transplantation sur les plans sociaux et émotionnels. Elle évaluera votre réseau de soutien, y compris la famille ou les amis qui peuvent vous aider pendant le rétablissement. Elle s'assurera également que vous avez un moyen de transport fiable pour les allers-retours au rendez-vous et discutera de votre préparation financière pour le paiement des médicaments
en plus de vous fournir des renseignements et des conseils pour vous aider à gérer le stress et l'anxiété liés au processus de transplantation. L'objectif de ce rendez-vous est de déterminer si vous êtes prêt et soutenu pour favoriser la réussite de la transplantation. La rencontre du néphrologue responsable de la transplantation est le dernier rendez-vous. Le néphrologue discutera avec vous de votre admissibilité à la chirurgie. Il joue un rôle clé dans le processus décisionnel final. C'est lui qui donne l'autorisation médicale et confirme que vous êtes admissible à une transplantation rénale sur le plan médical. Les reins destinés à la transplantation proviennent de deux sources principales, les donneurs vivants et les donneurs décédés. Un donneur vivant fait don d'un de ses reins à une personne qui en a besoin. Le donneur vivant peut être un membre de la famille, un ami ou une personne non apparentée qui choisit de faire un don. Un donneur décédé de cause cérébrale ou cardiaque a exprimé son souhait d'être un donneur d'organes. Sa famille doit ensuite aussi consentir au don. Ce tableau présente la différence entre les dons de donneurs vivants et ceux de donneurs décédés. Les reins de donneurs vivants durent en moyenne de 15 à 20 ans. Les reins de donneurs décédés durent en moyenne 10 à 15 ans. Les dons de donneurs vivants peuvent être préventifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être prélevés avant que le patient n'ait besoin de dialyse. Les transplantations préventives de reins donnent les meilleurs résultats globaux en matière de santé parce qu'elles évitent le risque de complications liées à la dialyse. Le temps d'attente moyen pour un rein de donneur décédé varie de 3 à 5 ans selon le groupe sanguin. Un rein provenant de donneurs vivants commence généralement à fonctionner immédiatement après la transplantation, car il y a moins de temps entre le prélèvement du rein du donneur et son implantation chez le receveur. Un rein provenant de donneurs décédés peut prendre des jours ou des semaines avant de commencer à fonctionner pleinement parce qu'il s'est probablement écoulé plus de temps entre le prélèvement et l'implantation. Le don de rein par un donneur vivant peut être planifié en fonction de l'état de santé et de l'emploi du temps du donneur et du receveur. Un rein provenant de donneurs décédés ne peut pas être planifié et il est difficile de prévoir quand un rein compatible sera disponible. Dans le cas du don par une personne vivante, il y a plus de chances de trouver un donneur parfaitement compatible chez un parent biologique ou un frère ou une sœur parce qu'il y a similarité au niveau des gènes. Un donneur vivant peut également ne pas avoir de lien de parenté avec vous, mais être quand même compatible avec vous. Dans le cas de donneurs décédés, vous risquez d'attendre le plus longtemps avant de trouver un donneur compatible. Le risque de rejet est plus faible avec les reins de donneurs vivants qu'avec les reins de donneurs décédés. Cette figure et ce tableau de l'Institut canadien d'information sur la santé montrent les taux de survie de reins transplantés provenant de donneurs vivants à 3 mois et à 1, 3, 5 et 10 ans en fonction de l'âge au moment de la transplantation. Ces données portent sur la période allant de 2012 à 2023. Pour les receveurs de reins de 18 à 44 ans au moment de la transplantation, 82 d'entre eux avaient encore un rein fonctionnel 10 ans plus tard. Pour ceux de 45 à 55 ans, au moment de la transplantation, 78,5 d'entre eux avaient encore un rein fonctionnel 10 ans plus tard. Pour ceux de 55 à 64 ans au moment de la transplantation, 69,1 d'entre eux avaient encore un rein fonctionnel 10 ans plus tard. Ce pourcentage est de 52,5 chez les receveurs de 65 ans et plus. Cette figure et ce tableau de l'Institut canadien d'information sur la santé montrent les taux de survie de reins transplantés provenant de donneurs décédés à 3 mois et 1, 3, 5 et 10 ans en fonction de l'âge au moment de la transplantation. Ces données portent sur la période allant de 2012 à 2023. Pour les receveurs de reins de 18 à 45 ans au moment de la transplantation, 72,4 d'entre eux avaient encore un rein fonctionnel 10 ans plus tard. Pour ceux de 45 à 54 ans, au moment de la transplantation, 66,8 d'entre eux avaient encore un rein fonctionnel 10 ans plus tard.
Pour les personnes de 55 à 64 ans, au moment de la transplantation, 53,1% d'entre elles avaient encore un rein fonctionnel 10 ans plus tard. Ce pourcentage est de 33,3 chez les receveurs de 65 ans et plus. Les donneurs de reins vivants doivent passer des examens approfondis avant d'être jugés admissibles au don. Leurs évaluations sont effectuées par l'équipe de transplantation qui s'occupe seulement des donneurs de reins vivants. Les donneurs de reins vivants potentiels peuvent commencer le processus d'évaluation dès qu'ils sont orientés vers le programme de don. L'objectif est d'éviter la dialyse chez le receveur et de prélever un rein avant que la fonction rénale ou les symptômes ne l'exigent. C'est ce qu'on appelle une transplantation rénale préventive. La transplantation de reins préventive donne les meilleurs résultats pour la santé dans l'ensemble. Si vous êtes déjà en dialyse, le rein d'un donneur vivant peut améliorer considérablement votre état de santé. Il élimine la nécessité de vous inscrire sur la liste d'attente d'un don de donneur décédé qui peut être longue et imprévisible. De plus tôt vous recevez un rein, plus faible est le risque de complications liées à une dialyse de longue durée. Votre rétablissement et votre qualité de vie dans l'ensemble seront aussi meilleurs. Pour déterminer si un donneur vivant est compatible avec un receveur, 3 tests seront effectués. Le premier vise le groupe sanguin. Le groupe sanguin du donneur doit être compatible avec le vôtre pour qu'il puisse vous faire un don direct. La diapositive qui suit décrira plus en détail les groupes sanguins compatibles. Deuxièmement, nous faisons un typage tissulaire, aussi appelé test des antigènes leucocytes humains ou ALH. Il permet d'évaluer la compatibilité des tissus du donneur avec ceux du receveur. Plus le nombre de correspondances des ALH est élevé, plus les chances de réussite à long terme de la transplantation sont élevées. Le troisième test est l'épreuve de compatibilité croisée. Un échantillon de sang du receveur est mélangé à un échantillon de sang du donneur pour voir si le système immunitaire du receveur réagit aux cellules du donneur. Un résultat négatif signifie qu'il n'y a pas de réaction, ce qui indique la compatibilité. Un résultat positif signifie qu'il y a une réaction et que le système immunitaire du receveur est susceptible d'attaquer le rein du donneur, ce qui indique une incompatibilité. Il existe 4 groupes sanguins principaux, A, B, AB et O. Le groupe O, qui représente environ 47% des donneurs, peut donner à tous les groupes sanguins. C'est pourquoi on l'appelle le donneur universel. Le groupe A, qui représente 40% des donneurs, peut donner du sang aux groupes A et AB. Le groupe B, qui représente 9% de l'ensemble de donneurs, peut donner aux groupes B et AB. Les receveurs du groupe sanguin B peuvent également être compatibles avec un donneur du groupe A2. Cela signifie qu'une personne du groupe sanguin B peut recevoir un rein d'une personne du groupe sanguin A. Un test sanguin spécial est effectué pour vérifier si votre corps acceptera ce rein. Les personnes du groupe AB, qui représentent 4% de l'ensemble des donneurs, ne peuvent donner qu'à des personnes du groupe AB. Les receveurs du groupe AB peuvent recevoir un rein de tous les types de donneurs. C'est pourquoi on les appelle les receveurs universels. Si un donneur de rein vivant potentiel souhaite vous donner un rein, nous lui recommandons de visiter le site web de l'Hôpital d'Ottawa sur le don de rein de personnes vivantes pour se renseigner sur le processus. Le site web fournit des renseignements très complets sur les critères d'admissibilité au don, le processus d'évaluation, les tests médicaux requis, les ressources et les services de soutien disponibles pour les donneurs tout au long de leur parcours. L'équipe de transplantation pour le donneur de rein vivant est également disponible pour répondre à toutes les questions à apporter son soutien à chaque étape du processus. Il est important de noter que l'évaluation de donneur est confidentielle et faite par une équipe de transplantation distincte de celle du receveur. Un donneur peut choisir les renseignements qu'il souhaite partager avec le receveur. De plus, le don doit être volontaire et le donneur a le droit de se retirer du processus à tout moment sans fournir de raison. Trouver un donneur de rein vivant peut changer une vie, mais il n'est pas toujours facile de demander à quelqu'un d'envisager un don.
De nombreuses personnes sont prêtes à aider, mais elles ne savent pas toujours comment entamer le processus. Voici quelques conseils pour trouver un donneur de rein vivant potentiel. Informez les gens de ce qui vous arrive. Dites aux membres de votre famille, à vos amis, à vos collègues et à votre communauté que vous avez besoin d'une transplantation de rein. De nombreuses transplantations de reins à partir de donneurs vivants réussissent parce que quelqu'un a appris qu'un receveur avait besoin d'un rein et s'est proposé pour l'aider. Vous pouvez demander à vos proches de faire passer le mot pour vous et de raconter votre histoire à leurs amis afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez aussi faire appel à des ressources comme le Programme des ambassadeurs de la transplantation, aussi connu comme TAP en anglais, pour entrer en contact avec d'autres personnes qui sont passées par le processus et qui peuvent vous donner des conseils. Dirigez les personnes intéressées par un don vers le site web de l'hôpital sur le don de rein vivant afin qu'elles puissent en apprendre davantage sur le processus et obtenir des réponses à leurs questions ou préoccupations. Raconter son histoire dans les médias et les réseaux sociaux peut être un moyen efficace d'entrer en contact avec de donneurs de reins vivants potentiels et de sensibiliser le public à la transplantation rénale. De nombreuses personnes ont réussi à trouver des donneurs en racontant leur parcours en ligne ou dans les médias. Il est toutefois important de prendre en compte tant les avantages que les inconvénients potentiels de l'utilisation de ces plateformes. Voici quelques éléments à prendre en compte avant de partager son expérience. Vie privée illimitée. Raconter son parcours de santé personnelle est une décision importante. Réfléchir aux détails que vous êtes prêt à rendre publics. Exactitude des renseignements. Assurez-vous que les renseignements partagés sur le don et la transplantation de reins sont exacts. Des renseignements erronés peuvent causer plus de problèmes qu'ils en règlent. Dirigez les donneurs potentiels vers le site web de l'hôpital sur le don de reins de personnes vivantes parce qu'ils pourront y trouver des ressources crédibles. Soyez prêts à recevoir des commentaires positifs et négatifs. Tout le monde ne comprend pas le processus de transplantation et les réactions peuvent varier. Enfin, réfléchissez avant d'envoyer votre message. Cela va-t-il interférer avec mes soins ou ceux d'autres personnes? Si la réponse est oui, ne le publiez pas. Le programme des ambassadeurs de la transplantation est une initiative dirigée et conçue par des patients afin de soutenir des gens qui envisagent une transplantation rénale tant à titre de receveur que de donneur. Il met les gens en contact avec des ambassadeurs de la transplantation, c'est-à-dire des personnes qui ont une expérience directe de la transplantation ou du don de rein. Les ambassadeurs sont heureux de pouvoir vous faire part de leur expérience personnelle afin de vous guider dans votre parcours. Ils offrent aussi des conseils personnalisés car ils disposent d'un répertoire d'ambassadeurs qui vous permet de trouver quelqu'un à qui parler et qui a vécu une expérience similaire. Par exemple, vous pouvez être diabétique et vouloir parler avec un receveur de rein également diabétique pour mieux comprendre comment il gère ses médicaments contre le diabète et les médicaments pour la transplantation. Autre exemple, si vous vous préparez à donner un rein à votre conjoint, vous devrez peut-être parler à un donneur qui a donné un rein à son conjoint pour comprendre comment il a géré sa convalescence à la maison par la suite. Le programme peut aussi contribuer à faire connaître votre besoin de trouver un donneur de rein en vous aidant à créer un profil sur son site web pour faire connaître votre situation. Il peut aussi vous conseiller sur la façon de discuter du don du rein avec d'autres personnes. Nous vous encourageons à penser à utiliser les ressources du programme sur le site web. Vous pouvez demander à parler à un ambassadeur de la transplantation par l'intermédiaire de votre équipe de transplantation ou en visitant le site web du programme. Les ambassadeurs sont disponibles pour apporter leur soutien en personne, par Zoom, par téléphone ou par courriel. Ils sont également présents sur tous les principaux sites de médias sociaux énumérés sur cette diapositive. Prenez le temps de regarder cette excellente vidéo de Mike et Paula, des ambassadeurs de la transplantation. Elle met en lumière les ressources extraordinaires et le soutien par les pairs offerts par ce programme. Le programme de don croisé de rein est un moyen d'aider un grand nombre de personnes à recevoir un rein.
Si votre donneur vivant n'est pas compatible avec vous, vous avez la possibilité de participer à ce programme pan-canadien en tant que père incompatible. Ce programme a lieu dans l'ensemble des provinces du Canada et est géré par la Société canadienne du sang en collaboration avec des programmes de transplantation rénale. Il consiste à échanger des reins entre les pairs de donneurs et de receveurs afin que chaque receveur reçoive un rein compatible. Par exemple, si un donneur souhaite vous donner un rein, mais que son rein n'est pas compatible avec vous en raison de son groupe sanguin ou d'une incompatibilité croisée, on vous proposera de vous inscrire à ce programme en tant que paire incompatible. Vous et votre donneur devez être d'accord avec cette option. Si c'est le cas, vos renseignements seront enregistrés dans une base de données nationale qui cherche des pairs dans la même situation. Les cycles de comparaison ont lieu 3 fois par année, soit en février, en juin et en octobre. Vous serez informé si vous et votre donneur avez été jumelés dans le cadre d'un échange de bénéficiaires ou d'une chaîne d'échange. Si vous acceptez l'offre, votre donneur recevra un rendez-vous pour faire le don de rein à Ottawa et seul le rein sera expédié au programme receveur qui peut se trouver n'importe où au Canada. La date de votre transplantation à Ottawa sera planifiée et vous recevrez un rein qui sera expédié d'un autre programme de transplantation au Canada. Les dates des chirurgies seront coordonnées avec les autres programmes et seront fixées en fonction de la disponibilité des salles d'opération. Cette diapositive explique les types de jumelage possibles. Le premier est un échange de bénéficiaires. C'est un échange de donneurs entre deux paires. Le donneur de la paire A est compatible avec le receveur de la paire B et le donneur de la paire B est compatible avec le receveur de la paire A. Les paires échangent leurs donneurs et les receveurs reçoivent un rein. Chaîne fermée d'échange. C'est un échange de donneurs dans une chaîne de 3 paires ou plus. Le donneur de la dernière chaîne fait un don au receveur de la première paire. 40% des chaînes sont fermées. Chaîne en domino d'échange. Il existe des gens qui souhaitent donner un rein de façon anonyme à toute personne qui en a besoin. Ce sont des donneurs anonymes ou sans receveur désigné. Ils peuvent commencer une chaîne avec plusieurs paires. Cet incroyable acte de bonté permet de nombreuses transplantations de reins, dont une pour une personne inscrite sur la liste d'attente d'un don d'une personne décédée à la fin de la chaîne. Cette diapositive montre les programmes de transplantation rénale au Canada. L'Ontario compte 6 programmes de transplantation rénale pour adultes. London, Hamilton, 2 à Toronto, Kingston et Ottawa. Pour en savoir plus sur le nombre de transplantations réalisées au Canada, vous pouvez consulter le site web de l'Institut canadien d'information sur la santé. Le programme de dons croisés lancé en 2029 a permis de trouver bien des donneurs et des receveurs compatibles. Il a d'ailleurs célébré sa 1000e transplantation en 2024. Ce programme étend la recherche à un réseau national de pairs donneurs-receveurs. Cela améliore considérablement les chances de trouver un donneur compatible, plus particulièrement si votre PRA est élevé. Si votre donneur ou vous souhaitez en savoir plus sur ce programme et son fonctionnement, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires sur les sites web indiqués sur ces diapositives. Le coach en dons croisés de reins sur le site web de la Société canadienne du sang indique le processus davantage en détail. Si vous n'avez pas de donneur vivant, vous serez inscrit sur la liste d'attente d'un don de donneur décédé une fois que vous avez terminé votre évaluation et reçu l'autorisation médicale du néphrologue et de l'équipe de transplantation. Le réseau Trillium pour le don de vie est l'organisme responsable de l'attribution des reins de donneurs décédés en Ontario. Il y a 6 hôpitaux qui réalisent des transplantations en Ontario auxquels ce réseau envoie des reins de donneurs décédés: Ottawa, Kingston, 2 à Toronto, London et Hamilton. L'offre de reins est basée sur le groupe sanguin, les résultats de la compatibilité croisée et la position sur la liste d'attente. Le réseau contacte l'hôpital de transplantation où le receveur le plus haut sur la liste est inscrit.
L'équipe de transplantation évalue alors l'offre, âge du donneur et cause du décès et décide en fonction de la compatibilité du receveur potentiel d'accepter ou de refuser l'offre. Si elle accepte, le réseau envoie le rein à l'hôpital de transplantation pour permettre la chirurgie. Votre position sur la liste d'attente dépend de deux facteurs principaux. Tout d'abord, le temps écoulé depuis le temps de votre dialyse. Chaque période de 10 jours de dialyse vous donne point un point. Lorsque vous êtes en dialyse depuis 10 mois, par exemple, vous parvenez à un point. Plus vous êtes en dialyse depuis longtemps, plus le nombre de points est élevé. Le deuxième critère est celui des anticorps. Plus le PRA est élevé, plus vous avez de points. La formule que nous utilisons pour calculer consiste à multiplier le PRA par 4 et à diviser ce résultat par 100. Par exemple, si le PRA est de 100%, vous aurez 4 points, ce qui est le maximum. Si le PRA est de 95% ou plus, vous serez inscrit sur la liste d'attente nationale, ce qui vous donnera plus de chances de trouver une personne compatible. En Ontario, 1000 patients en moyenne sont inscrits sur la liste d'attente d'un don de donneur décédé. Le nombre moyen de patients qui reçoivent un rein chaque année est 500. C'est également le nombre moyen de nouveaux patients qui s'ajoutent à la liste chaque année. 7 transplantations sur 10 sont réalisées grâce au don de rein de donneurs décédés. Il existe deux principaux types de donneurs décédés. Il y a le don après la détermination neurologique du décès. Le cerveau a alors définitivement perdu toute fonction et un diagnostic de décès a été établi d'après des critères neurologiques. Il y a aussi le donneur après un décès circulatoire. Le cœur de la personne a alors définitivement cessé de battre. Les donneurs de reins sont aussi classés en différentes catégories. Un donneur qui répond aux critères standards est âgé de moins de 59 ans. Le donneur qui répond à des critères élargis est âgé de plus de 60 ans. Les reins de ces derniers donneurs sont proposés à des receveurs âgés de plus de 60 ans ou à des receveurs diabétiques âgés de plus de 50 ans. Le rein d'un donneur qui répond à des critères de distribution exceptionnels peut être transplanté, mais il peut présenter un risque accru de certaines infections ou de cancer par rapport au donneur qui répond à des critères standards. Le personnel discutera de ces points avec vous lorsque vous aurez une offre. Vous pouvez l'accepter ou la refuser. Lorsqu'un rein est prélevé sur un donneur décédé, l'organe est attribué à un receveur du même groupe sanguin. Les receveurs du groupe sanguin A ont le temps d'attente estimé le plus court, 2 à 4,5 ans. Ceux du groupe sanguin B ont un temps d'attente estimé entre 2,5 et 5,5 ans. Ce délai est plus court s'ils peuvent recevoir du groupe A2 au groupe B. Le temps d'attente pour les receveurs du groupe sanguin AB est difficile à prédire parce que c'est un groupe sanguin rare. Il ne représente que 3% de la population. Le temps d'attente est d'environ 3 ans. Ceux du groupe sanguin O ont le temps d'attente le plus long, 3,5 à 6 ans. Ce tableau montre le nombre de transplantations de reins réalisées à l'hôpital d'Ottawa au cours des 5 dernières années dans les différentes catégories. Par exemple, en 2024, l'hôpital d'Ottawa a réalisé 34 transplantations de reins à partir de donneurs vivants. Il y a eu 50 transplantations chez des personnes inscrites sur la liste d'attente d'un don de donneurs décédés. Il y a aussi eu 4 transplantations réalisées grâce à des donneurs anonymes ou sans receveur désigné. Une transplantation a été possible grâce au Programme national de dons croisés de reins. Il y a donc eu 89 transplantations de reins à l'hôpital d'Ottawa en 2024 et en conséquence de nombreuses vies améliorées. Pendant l'attente d'une transplantation, il est essentiel de prendre soin de sa santé. Une bonne alimentation et le maintien de poids santé vous aideront à conserver votre niveau d'énergie et à préparer votre corps à l'intervention chirurgicale. Votre diététiste est une excellente ressource pour vous aider à planifier des repas équilibrés et à faire des choix alimentaires qui favorisent votre santé globale. Rester physiquement actif peut également favoriser un rétablissement plus rapide après la chirurgie.
En plus de prendre soin de votre santé physique, il est important de veiller à votre santé émotionnelle. Tendez la main à un des membres de la famille, à des amis, à des groupes de soutien, par des pairs et à votre travailleuse sociale. Maintenir des contacts peut vous aider à rester positif pendant la période d'attente. Mettre en place un plan pour l'admission à l'hôpital et préparer le retour à la maison après la chirurgie peut atténuer le stress et l'incertitude. L'attente peut être l'un des aspects les plus difficiles car les délais d'attente varient et le parcours de chaque personne est différent. Votre équipe de transplantation planifiera des réévaluations au besoin pour s'assurer que vous restez en bonne santé et que vous serez prêt pour la transplantation le moment venu. Rester en contact avec l'équipe de transplantation est une partie importante de vos soins pendant que vous attendez une transplantation de rein. Allez à toutes les visites prévues à la clinique. Vous montrez ainsi votre engagement envers votre santé et aidez l'équipe de transplantation à savoir que vous êtes prêt et que vous participez à vos soins. Faites les analyses sanguines demandées. Les résultats ainsi obtenus sont essentiels pour surveiller votre résultat de santé et prendre des décisions concernant votre admissibilité à une transplantation. Gardez vos coordonnées à jour. Assurez-vous que la coordinatrice de la transplantation a toujours votre numéro de téléphone et votre adresse à jour. Il est très important de pouvoir vous rejoindre si un rein devient disponible. Informez la coordinatrice de la transplantation de tout changement dans votre état de santé. Si un problème médical survient, votre transplantation pourra être mise en attente temporairement, mais vous ne perdrez pas votre place sur la liste d'attente. Vous continuerez d'accumuler des points en fonction de la date de début de votre dialyse. Recevoir l'appel confirmant la transplantation est très palpitant, mais il est important de rester calme. L'infirmière chargée de la préparation à la transplantation rénale vous donnera des renseignements importants sur l'endroit où vous devez vous rendre et l'heure à laquelle vous devez arriver. Elle vous donnera aussi des instructions sur ce que vous pouvez manger et boire. Assurez-vous d'apporter tout ce dont vous aurez besoin à l'hôpital et prévenez votre personne ressource en cas d'urgence. Nous vous recommandons également de vous faire déposer à l'hôpital ou de prendre un taxi. Il est important de savoir que, parfois, la transplantation n'a pas lieu pour diverses raisons. Il peut par exemple être déterminé que le rein ne vous convient pas une fois arrivé à l'hôpital de transplantation. Dans ce cas, restez positif, vous resterez inscrit sur la liste et on vous proposera le prochain rein compatible. Parlons maintenant de la procédure de transplantation. Si vous recevez le rein de donneur vivant, vous serez admis à l'hôpital la veille de la chirurgie. Si vous n'avez pas encore de cathéter veineux central, nous vous insérerons un cathéter central inséré par voie périphérique avant la chirurgie. La chirurgie du donneur et celle du receveur sont soigneusement coordonnées et ont lieu le même jour. La chirurgie du donneur commence généralement le matin. Après le prélèvement et la préparation de son rein, celle du receveur peut commencer. Si vous recevez le rein de donneur décédé, vous serez informé de l'heure à laquelle vous devez arriver à l'hôpital. Cette heure peut être le jour même ou le lendemain de l'appel. Le rein du donneur est soigneusement préservé et transporté à l'hôpital pour la procédure de transplantation. Moins il s'écoule de temps entre le prélèvement de l'organe et sa transplantation, meilleur est le résultat pour le nouveau rein. La chirurgie du receveur dure généralement 3 à 5 heures. Pendant la chirurgie de transplantation rénale, le chirurgien fait une coupure dans l'abdomen, généralement du côté droit ou gauche, comme le montre l'image sur cette diapositive. Le rein du donneur est placé dans la région pelvienne. Les vaisseaux sanguins du rein du donneur sont reliés à vos vaisseaux sanguins, ce qui lui permet de commencer à filtrer le sang. L'urétère, soit le tube qui transporte l'urine du rein, est ensuite relié à la vessie. Une endoprothèse est également placée au niveau de l'urétère pour aider à soutenir la connexion. Une extrémité de l'endoprothèse s'enroule vers la vessie et l'autre vers le nouveau rein. L'endoprothèse
aide à maintenir l'urétère ouvert et permet de l'urine de s'écouler librement dans la vessie à partir du rein. Elle aide la connexion chirurgicale à cicatriser correctement et réduit le risque de fuite ou d'obstruction urinaire. L'endoprothèse est retirée 4 semaines après la transplantation par cystoscopie. Une petite caméra est introduite dans la vessie par l'urétère et l'endoprothèse est retirée. Les reins d'origine sont généralement laissés en place, sauf s'ils causent des problèmes ou de la douleur. Si c'est le cas, le chirurgien discutera des options possibles avec vous. Le chirurgien et le néphrologue vous donneront des conseils sur la meilleure approche à adopter dans votre cas avant la chirurgie. Prenez un moment pour regarder cette courte vidéo expliquant la chirurgie de transplantation rénale, notamment la mise en place de l'endoprothèse. Après la chirurgie, nous vous amènerons en salle de réveil et nous vous surveillerons pendant environ 12 heures. Nous vous transférerons ensuite dans l'unité de néphrologie située au 7e étage du campus général de l'hôpital. Nous aurons discuté avec vous des options de gestion de la douleur avant la chirurgie. Vous pourrez, entre autres, avoir une pompe qui vous permet d'appuyer sur un bouton pour administrer un médicament contre la douleur au besoin, ou prendre un médicament contre la douleur par voie orale. Si vous avez des symptômes comme des nausées, des ballonnements ou une constipation, demandez à l'infirmière à votre chevet des médicaments qui peuvent aider à les soulager. Après la transplantation, vous aurez quelques dispositifs médicaux pour faciliter votre rétablissement. Sonde. Un tube sera placé dans la vessie pour faciliter l'évacuation de l'urine pendant que votre corps s'adapte. Un drain. Vous pourriez avoir un drain pour évacuer le sang ou le liquide autour du rein greffé pour éviter son accumulation. Cathéter central inséré par voie périphérique. Il sert à donner des liquides et des médicaments au besoin. Bas de compression. Ces bas aident à améliorer la circulation sanguine et à prévenir la formation de caillots sanguins. Pansement. Un pansement couvrira la coupure pour la garder propre et la protéger pendant la cicatrisation. Après la transplantation, il faut faire plusieurs examens et vérifications pour s'assurer que tout se passe bien. Échographie. Nous ferons une échographie du nouveau rein juste après la chirurgie pour vérifier son état et confirmer qu'il reçoit une circulation sanguine adéquate. Cet examen permet de détecter des complications possibles comme les caillots de sang ou des blocages. Scintigraphie rénale. Le lendemain de la chirurgie, généralement le matin, vous passerez une scintigraphie rénale pour évaluer le fonctionnement du nouveau rein. Cet examen donne des renseignements importants sur la capacité du rein à filtrer les déchets et à produire de l'urine. Analyse de sang. Nous ferons régulièrement des analyses sanguines pour surveiller le fonctionnement du nouveau rein et détecter tout signe précoce de rejet ou d'infection. Pesée quotidienne. Elle vise à vérifier que vous ne retenez pas trop de liquide. Il est important de surveiller l'équilibre des liquides pour éviter des complications comme l'enflure ou l'hypertension artérielle. Signes vitaux. Nous surveillerons aussi les signes d'infection, de tension artérielle basse ou élevée et d'autres complications. Après la transplantation, vous resterez à l'hôpital de 5 jours à 2 semaines. La durée varie en fonction de la progression de la guérison et de tout besoin lié à vos soins. Dès le lendemain de la chirurgie, nous vous encouragerons à commencer à bouger doucement, par exemple à vous asseoir et même à marcher sur de courtes distances. Ces exercices permettent de prévenir les complications comme les caillots de sang et de favoriser le rétablissement dans l'ensemble. Des périodes de repos réguliers sont également importantes pour permettre à votre corps de guérir. La sonde qui aide à drainer l'urine de la vessie est généralement retirée au bout de quelques jours une fois que vous êtes capable d'aller aux toilettes. Vous passerez progressivement d'une alimentation liquide à une alimentation solide à mesure que votre appétit revient et que votre système digestif s'adapte.
L'équipe de transplantation composée de médecins, d'infirmières, de pharmaciens et de diététistes commencera à vous renseigner sur vos nouveaux médicaments, les signes d'infection ou de rejet et les aspects importants du mode de vie après la transplantation. Vous aurez l'occasion de poser des questions et recevrez des documents imprimés pour vous aider dans votre apprentissage. Les membres de la famille ou un proche de confiance peuvent vous rendre visite pendant votre séjour et peuvent jouer un rôle important dans votre rétablissement et votre éducation. Lorsque vous serez prêt à quitter l'hôpital, vous aurez un plan pour les rendez-vous de suivi, les analyses de sang et le soutien continu de l'équipe de transplantation. La guérison se poursuivra après la sortie de l'hôpital. Il est important de donner à votre corps le temps nécessaire pour se rétablir complètement. Soyez patient avec vous-même et prévoyez du temps pour vous reposer et reprendre progressivement vos activités quotidiennes. Évitez de soulever les objets de plus de 10 livres pendant les 3 premiers mois qui suivent la chirurgie afin de protéger la plaie et le nouveau rein. La plupart des gens ont besoin d'un arrêt de travail de 8 à 12 semaines en fonction de la nature de leur travail et de leurs états de santé. Immédiatement après la transplantation, vous commencerez à prendre de fortes doses de médicaments anti-rejet pour empêcher votre corps d'attaquer le nouveau rein. Le risque d'infection est le plus élevé au cours des 6 premiers mois suivant la transplantation, pendant que vous prenez des doses élevées de ces médicaments et que votre corps est encore en train de guérir. Pendant cette période, prenez vos précautions supplémentaires pour vous protéger des maladies et éviter les contacts étroits avec les personnes malades. Il est important d'avoir un thermomètre à la maison et de vérifier régulièrement votre température, surtout si vous ne sentez pas bien. Surveillez attentivement les signes d'infection comme fièvre, frisson, douleur ou brûlure lorsque vous urinez, rougeur, enflure, écoulement de la plaie. Vous devez aussi connaître les signes de rejet qui peuvent inclure fièvre, soudaine prise de poids, diminution de la quantité d'urine, symptômes grippaux comme les frissons, fatigue, courbatures et douleurs ou sensibilité dans la région où se trouve le nouveau rein. Si vous ressentez un de ces symptômes, communiquez immédiatement avec votre équipe de transplantation et elle est l'urgence. Une détection et un traitement précoce sont essentiels pour protéger la fonction de votre nouveau rein. Après votre départ de l'hôpital, vous continuerez de recevoir des soins et une surveillance étroite à la clinique de suivi post-transplantation située au campus Riverside. Le premier rendez-vous a habituellement lieu le lendemain de la sortie de l'hôpital. Avant chaque visite à cette clinique, vous devrez fournir un échantillon de sang et d'urine au laboratoire du campus Riverside. Ces tests sont essentiels pour permettre à l'équipe de transplantation de surveiller votre fonction rénale et de détecter les signes de complications. Vous irez à cette clinique 2 à 3 fois par semaine pendant les premières semaines suivant la transplantation. À mesure que vous vous rétablirez et que le nouveau rein continuera de bien fonctionner, l'intervalle entre les rendez-vous augmentera progressivement. Si votre état reste stable, les visites de suivi seront espacées à une fois tous les 3 à 4 mois. Il est très important d'apporter tous vos médicaments dans leur contenu d'origine à chaque rendez-vous. L'équipe peut aussi examiner vos médicaments avec précision, vérifier qu'il n'y a pas de problème et s'assurer que vous prenez les bonnes doses. L'équipe de transplantation est là pour vous soutenir à chaque étape de votre établissement et ces suivis sont essentiels pour maintenir votre nouveau rein en bonne santé. La prochaine section traite des médicaments à prendre après la transplantation. Le néphrologue vous prescrira des médicaments anti-rejet ou immunosuppresseurs. Ces médicaments servent à empêcher le corps de rejeter le nouveau rein. Vous devrez les prendre tous les jours jusqu'à la fin de votre vie ou tant que vous avez le rein greffé. Ces médicaments s'intègrent facilement dans une routine quotidienne puisqu'il faut les prendre 1 ou 2 fois par jour. Il existe 3 classes de médicaments anti-rejet. Nous combinons un médicament de chaque classe pour obtenir le meilleur effet de prévention du rejet
car chaque classe de médicaments agit différemment. La première classe est le médicament anti-rejet principal. Et ses marques sont Advagraph, Prograph, Envarsus ou Neoral. La deuxième classe de médicaments anti-rejet est ajoutée pour aider le premier médicament. Les marques sont Cellcept, Mifortic, Imuran et Rapamune. La troisième classe est un médicament de type stéroïde, comme la prednisone, et celle-ci aide les deux autres médicaments à prévenir un rejet. Vous devrez également prendre des médicaments pour prévenir certains types d'infections après la transplantation. Ceci est parce que les médicaments anti-rejet suppriment votre système immunitaire pour l'empêcher d'attaquer votre nouveau rein, ce qui vous rend plus susceptible aux infections. Vous devrez prendre un antibiotique pendant le restant de votre vie afin de prévenir un type de pneumonie ainsi qu'un médicament antiviral pendant quelques mois pour prévenir un type d'infection virale. Comme pour tout médicament, les médicaments anti-rejet causent des effets secondaires. Les effets secondaires généraux sont principalement dus au mode d'action de ces médicaments. En supprimant votre système immunitaire, ils augmentent le risque d'infection ainsi que de certains types de cancers comme le cancer de la peau et le lymphome. La plupart des effets secondaires sont transitoires pendant que votre corps s'adapte à ces nouveaux médicaments. Ils sont généralement plus intenses au début parce que les doses utilisées sont plus élevées, mais nous diminuons les doses après quelques mois, ce qui permet d'atténuer les effets secondaires. Notre objectif est de minimiser ou d'éliminer les effets secondaires dans la mesure du possible. Nous pourrions avoir à remplacer certains de vos médicaments ou en ajouter pour atténuer les effets secondaires pendant une courte période. Il faut parfois plus de temps pour trouver la meilleure combinaison de médicaments pour vous, mais il est important de ne rien changer de votre propre chef. Il est également important de consulter l'équipe de transplantation avant de prendre de nouveaux médicaments en vente libre ou des produits naturels pour aider à contrôler un effet secondaire, car ils peuvent interagir avec vos médicaments anti-rejet et endommager le nouveau rein. Informez-vous aussi auprès de votre équipe de transplantation avant tout vaccin. Voici un tableau montrant les principaux effets secondaires des médicaments utilisés après une transplantation. La cyclosporine et le tacrolimus font partie de la même classe de médicaments anti-rejet. Ils peuvent tous les deux provoquer des tremblements, une tension artérielle plus élevée, une augmentation du taux de potassium, et ils peuvent être toxiques aussi pour les reins à forte dose. La cyclosporine est connue pour augmenter la pousse de cheveux, tandis que le tacrolimus est plus connu pour provoquer une perte de cheveux. Le mycophénolate, qui est dans la deuxième catégorie de médicaments anti-rejet, est plus connu pour causer des nausées, des brûlements d'estomac, de la diarrhée, ainsi qu'une diminution du nombre de globules blancs. La prednisone, qui est dans la troisième classe de médicaments anti-rejet, de son côté présente un plus grand nombre d'effets secondaires, notamment les nausées, les brûlements d'estomac, une augmentation du taux de sucre dans le sang, une augmentation de l'appétit, de l'enflure, un visage plus rond, des changements d'humeur et d'émotion, de l'agitation, de l'insomnie, ainsi que de l'ostéoporose. Les effets secondaires des médicaments destinés à prévenir les infections sont légers et comprennent principalement les nausées, les vomissements et de la diarrhée. En ce qui concerne plus spécifiquement les antibiotiques, ils rendent la peau plus sensible au soleil, ce qui nécessite une protection solaire, et les antiviraux peuvent diminuer le nombre de globules blancs. Il est important de prendre vos médicaments régulièrement après la transplantation. Ne pas les prendre comporte des risques. Le premier risque est le rejet du rein. Il existe deux types de rejet. Le premier est le rejet immédiat du rein, c'est-à-dire que le système immunitaire attaque le rein greffé de manière aiguë. La fonction rénale diminue rapidement et la créatinine augmente brusquement. Le second est le rejet lent du rein, c'est-à-dire qu'il y aura des dommages progressifs et irréversibles au rein. La fonction rénale diminuera au fil du temps et mènera à l'insuffisance rénale. Le rejet peut conduire à l'échec de la transplantation, ce qui signifie que vous devrez reprendre la dialyse.
De plus, l'arrêt des médicaments anti-rejet peut amener le système immunitaire à créer des anticorps contre le rein du donneur, ce qui rendra plus difficile la recherche d'un donneur compatible et réduira vos chances d'avoir une autre transplantation dans l'avenir. Il est important de communiquer avec l'équipe de transplantation si vous ne pouvez pas prendre vos médicaments pendant plus de 24 heures en raison de nausées ou vomissements pour obtenir des conseils sur ce que vous devrez faire. Vous recevrez une courte liste de médicaments en vente libre que vous pourrez prendre sans risque pour le rein transplanté, mais vous devrez appeler l'équipe de transplantation pour vous assurer qu'il est sécuritaire de prendre tout autre médicament qui ne figure pas sur cette liste, soit médicaments avec prescription ou sans prescription, des produits naturels ou des vaccins. De plus, si vous avez une réaction ou un effet secondaire inhabituel à un médicament, vous devrez également appeler l'équipe de transplantation. Il est important de s'assurer d'avoir une assurance médicaments avant la transplantation, car ces médicaments sont très coûteux. Ils peuvent coûter jusqu'à près de 2 000 $ par mois. Les médicaments de transplantation sont généralement couverts par les programmes publics d'assurance médicaments ainsi que la plupart des programmes privés d'assurance médicaments, mais ils peuvent ne pas toujours couvrir la totalité des coûts. Notre travailleuse sociale vous posera des questions sur la couverture de vos médicaments pendant l'évaluation préalable à la transplantation. Voici les différents programmes d'assurance médicaments qui couvrent à 100% des médicaments de transplantation. Il y a le programme de médicaments de l'Ontario pour les aînés, le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l'Ontario au travail, l'assurance Santé Plus pour les personnes de 25 ans et moins qui n'ont pas d'assurance privée, le programme des services de santé non assurés, les différents programmes d'assurance privée de médicaments qui n'ont pas de franchise, ni copaiement ou plafond. Parfois, les médicaments de transplantation sont couverts par un programme privé, mais vous devez obtenir une autorisation au préalable de la compagnie d'assurance. Dans ce cas, l'équipe de transplantation vous aidera à remplir les formulaires supplémentaires, mais il est important de fournir ces formulaires à l'équipe de transplantation. Voici les assurances médicaments qui couvrent une partie des médicaments de transplantation. Le programme de médicaments Trillium, lequel les patients ont un déductible à payer à chaque trimestre, mais le programme couvre à 100% une fois la franchise atteinte. Les autres programmes qui couvrent une partie des médicaments de transplantation sont les programmes d'assurance privée qui comportent un copaiement, une franchise ou un plafond. Si vous êtes couvert par une assurance médicaments qui ne prend en charge qu'une partie des médicaments de transplantation, l'équipe de transplantation peut vous aider à obtenir une aide financière dans le cadre d'un programme de soutien aux patients si nécessaire. Si vous n'avez pas d'assurance médicaments avant la transplantation, vous devrez vous inscrire au programme de médicaments Trillium. Ce programme aide à couvrir les coûts élevés de médicaments après la transplantation. Vous devrez payer une franchise annuelle qui représente environ 4% du revenu annuel total du ménage. La franchise sera divisée par trimestre. Vous devez vous inscrire à ce programme pendant que vous attendez la transplantation et maintenir votre inscription. Vous trouverez dans la diapositive un lien vers le programme de médicaments Trillium. Après une transplantation de rein, il est important de modifier son mode de vie pour favoriser sa guérison et protéger le nouveau rein. Il est essentiel de rester bien hydraté et de boire beaucoup d'eau, entre autres environ 2 à 3 litres d'eau par jour. Un rein bien hydraté fonctionne plus efficacement. Si votre rein devient sec, il doit travailler plus fort pour filtrer les déchets, ce qui peut faire augmenter le taux de créatinine. Une bonne alimentation joue un rôle clé dans la guérison et le maintien de la santé après la transplantation. Heureusement, votre nouveau régime alimentaire sera beaucoup moins restrictif que celui nécessaire pendant la dialyse. La diététiste de la clinique de suivi collabora avec vous pour personnaliser votre plan de nutrition. En ce qui concerne les exercices et les activités, il faut noter que les sports de contact ne sont pas recommandés
parce que le nouveau rein est placé dans la partie inférieure de l'abdomen et est plus exposé aux blessures. L'activité physique sans contact est encouragée. La marche, la natation, le yoga et la musculation après l'autorisation de l'équipe sont des activités sûres et bénéfiques. Vous devez mettre une protection solaire parce que les médicaments de transplantation augmentent le risque d'avoir le cancer de la peau. Protégez votre peau à l'aide d'un écran solaire ayant un FPS de 30 ou plus, d'un chapeau à large bord et de vêtements qui protègent des rayons UV avant d'aller à l'extérieur. Vous devez éviter certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme Aleve, Celebrex, Atrotec, Advil, Motrin et Ibuprofène parce qu'ils peuvent nuire à votre rein. Vous pouvez prendre du Tylenol. Nous examinerons avec vous une liste de médicaments en vente libre sur après transplantation. En cas de doute, consultez toujours l'équipe de transplantation. Pour en savoir plus sur la transplantation de rein, nous vous invitons à consulter les sites web sur cette diapositive. Les sites web sur cette diapositive sont des points de départ utiles pour mettre en place un solide système de soutien avant et après la transplantation. Nous sommes ravis de vous faire part de témoignages sincères de receveurs de reins. Chacune de ces personnes a passé l'évaluation et reçu la chirurgie à l'hôpital d'Ottawa et continue de recevoir des soins de la part de l'équipe de la clinique de suivi post-transplantation. Nous sommes incroyablement reconnaissants qu'ils aient choisi de parler de leur expérience unique et de donner des conseils personnels sur le cheminement dans le cadre d'une transplantation. Prenez un moment pour écouter et regarder leurs histoires et vous laisser inspirer. Ces liens peuvent être accédés au bas de cette vidéo. Les 3 prochaines diapositives présentent les questions souvent posées par des candidats à une transplantation de rein. Prenez le temps de lire chaque diapositive car elle répondra peut-être à des questions que vous vous posez déjà. Nous vous encourageons également à communiquer avec l'infirmière de la clinique de pré-transplantation rénale si vous avez d'autres questions pendant le processus d'évaluation. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Vous pouvez faire part de vos commentaires au programme de transplantation de plusieurs façons. Vous pouvez communiquer avec l'infirmière spécialisée en pré-transplantation rénale, le responsable des soins cliniques en transplantation ou le gestionnaire clinique de la transplantation au numéro indiqué sur cette diapositive. Vous pouvez également communiquer avec les relations avec les patients de l'hôpital d'Ottawa au numéro indiqué. Voilà qui conclut la séance de renseignement avant une transplantation de rein. N'oubliez pas de répondre au questionnaire électronique qui vous a été envoyé par courriel avec cette présentation PowerPoint et d'indiquer si vous souhaitez un appel de suivi de la part d'une infirmière spécialisée en pré-transplantation. La réception du formulaire électronique confirmera votre participation à la présente séance. Nous espérons qu'elle vous a été utile et nous vous remercions de l'avoir suivi. Bonne journée.